Nous allons montrer maintenant que l'ensemble des parties finies de grand N est infini dénombrable. Alors j'appelle En, pour n entier supérieur ou égal à 1, l'ensemble des parties de n de cardinal petit n. Alors l'ensemble des parties finies de grand N, c'est l'union des En auxquelles je rajoute l'ensemble vide. Au passage, je remarque que En n'est pas vide, parce qu'il contient l'intervalle de grand N 1n, c'est-à-dire tous les entiers entre 1 et n. J'appelle P de n la proposition En est dénombrable, qui est vraie pour n égale 1. Pourquoi? Parce que E1 c'est l'ensemble des singletons x, et il y a une bijection naturelle de n vers E1 qui à x associe le singleton x. Donc E1 est, cette bijection montre que E1 est infini dénombrable, et donc que P de 1 est vrai. Supposons maintenant P de n, c'est-à-dire que En est dénombrable. Et montrons que En plus 1 est dénombrable en considérant l'application de n croix En vers En union En plus 1, qui a x, A est une partie de, est un élément de En, associe A union x. Alors pourquoi j'arrive dans En union En plus 1? Si x appartient à A, j'arrive dans N. Parce que A union x, ça fera A. Alors que si x n'appartient pas à A, effectivement, je rajoute un élément dans A, et donc A union x appartient à En plus 1. Elle est surjective, parce que si je prends un B appartenant à En plus 1, donc il a N plus 1 éléments, je lui en enlève un, et donc x, je l'appelle x, et donc B va être égal à phi de x, B moins x. Et si B appartient à En, je prends un élément dans En et je dis que B est l'image de xB. Donc, j'obtiens ainsi une surjection. N croix En, par l'hypothèse de récurrence, En est dénombrable, donc N croix En est dénombrable. Donc en fait, j'ai une surjection de N vers E croix En, suivie d'une surjection de N croix En vers En union En plus 1. Donc j'ai une surjection de n vers En union En plus 1, ce qui me permet de dire que En union En plus 1 est dénombrable. Voilà. Alors du coup, comme il est dénombrable, je peux trouver une injection de En union En plus 1 vers grand N. Donc, si je considère sa restriction à En plus 1, ça va être une injection de En plus 1 vers grand N, qui me montre que En plus 1 est dénombrable. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu, parce que l'union était dénombrable. Donc, cette réunion dénombrable, d'ensemble tous dénombrables, puisque là, je viens par récurrence de prouver que P de n était toujours vrai. Donc, En est toujours dénombrable. Union dénombrable d'ensemble dénombrable, c'est dénombrable. Je rajoute un ensemble, c'est dénombrable. Je rajoute un élément, c'est dénombrable. Et donc, en plus, c'est infini dénombrable parce que rien que E1 était infini dénombrable. Conséquence, l'ensemble I des parties infinies de N est équipotent à P de N. J'appelle F l'ensemble des parties finies de N, celle que je viens de voir avant, qui est dénombrable. Évidemment, j'ai P de N qui est égal à I union F. F est infini dénombrable. P de N, lui, il est infini. Alors, P de n est infini, puisque déjà dans P de n, il y a tous les singletons x appartenant à n, donc il est infini. Phi de n vers i, qui a x associe l'intervalle x plus l'infini de n, c'est-à-dire tous les entiers supérieurs ou égaux à x, donc ça, c'est bien une partie infinie, d'accord? Et donc là, j'ai trouvé une injection de grand N vers i, qui me prouve que grand I est infini. Tout ce que je peux dire, il est infini. Il est infini, et maintenant je vais utiliser un théorème qui me dit quoi? Que P de n contient une partie infinie, enfin que P de n est l'union disjointe d'une partie infinie dénombrable. D'accord? Eh bien, j'ai vu dans ce théorème qu'alors cette partie infinie est équipotente à P de n. Donc I est équipotent à P de n, et le résultat est démontré.
Théorème, l'ensemble des parties de n est équipotent à l'intervalle semi-ouvert 0,1, lui-même équipotent à grand R. En démonstration, je rappelle qu'on a déjà démontré que l'ensemble des fonctions de n vers 0,1 est équipotent à l'ensemble des parties de n. Et la bijection qui permettait de passer de l'un à l'autre, c'était celle qui, à petit f, à une application petit f, faisait correspondre la partie f-1 de 1 de P de n. On appelle grand D l'ensemble des fonctions pour lesquelles f-1 de 1 est fini. Alors évidemment, c'est un ensemble qui est non vide, parce qu'il suffit de prendre une fonction qui, par exemple, la fonction f de n vers 0,1, qui, par exemple, à 0 fait correspondre 1, et puis qui, pour tous les autres entiers k, donc supérieur ou égaux à 1, fait correspondre 0. Et I, c'est l'ensemble des... donc il est non vide, et l'ensemble des fonctions pour lesquelles f-1 de 1 est infini. Alors là aussi, c'est un ensemble qui est non vide. Il suffit de prendre la fonction f de n vers 0,1 qui a tout k appartenant à n associe 1. 0,1 puissance n, c'est-à-dire l'ensemble des applications de n vers 0,1, et la réunion évidemment disjointe, parce que on comprend bien qu'une fonction ne peut pas avoir à la fois ça et ça, et donc la réunion disjointe de d et de i, parce que pour toute fonction f de n vers 0,1, soit f-1 est fini, soit f-1 est infini. Soit A maintenant une partie de grand N. Alors on sait que, donc là il y a une bijection, donc A en fait, A c'est un f-1, c'est un f-1 de 1, d'accord? Et dire que A est fini, ça équivaut finalement à dire que f, c'est-à-dire phi-1 de A, appartient à D, puisqu'on veut que f-1 de 1 soit fini. Donc, phi de D, c'est en fait l'ensemble des parties finies de grand N. Et on sait que cet ensemble, il est dénombrable. Alors, D, la bijection phi, évidemment, induit une bijection entre D et phi de D. Et du coup, puisque phi de D est dénombrable, D va être dénombrable. D est équipotent à phi de D. Mais 0,1 à la puissance n, enfin l'ensemble des applications de n vers 0,1 est en bijection avec P de n qui n'est pas dénombrable, déjà démontré. Et donc, on a ici un ensemble infini, non dénombrable. Ici, on a une partie dénombrable. Et donc, on peut dire que 0,1 puissance n moins d, c'est i. Et i va donc être évidemment non dénombrable. Sinon, la réunion de deux dénombrables, ça fera un dénombrable. Alors là, on a un théorème qui nous dit que dans ce cas-là, puisque ces deux-là sont infinis, et que lui, il est dénombrable, eh bien, i est équipotent à 0,1 puissance n. Voilà. Donc, ça veut dire donc i est équipotent à 0,1 puissance n. Alors maintenant, on va introduire une fonction psi entre 0,1 puissance n et 0,1 puissance n, qui a une fonction f associe la fonction g, définie donc sur n, par g de x égale 1 moins f de x. Si bien que f de x, il ne faut pas oublier, f prend comme valeur 0 et 1. Donc ici, ça fera 1 moins 0 qui fera 1, ou 1 moins 1 qui fera 0. En fait, c'est une fonction qui échange les 1 et les 0. D'accord? Donc c'est une bijection évidente, je vous laisse vérifier ça. Et psi de i, ça va être quoi? Bien, les fonctions de i, ce sont celles qui ont une infinité, enfin f-1 de 1 est infini. D'accord? f-1 de 1 est infini. Donc, avec cette fonction, psi de i, ça va être, on va obtenir des fonctions pour lesquelles f-1 de 0, puisque 1 est échangé en 0, est infini. Voilà. Et on va voir en fait que cet ensemble est équipotent à 0,1. Alors pourquoi? Eh bien, à toute fonction de cet ensemble, on fait correspondre la somme de 0 à plus l'infini des f de k sur 2 puissance k. D'accord? Alors en fait, c'est même sur 2 puissance k plus 1.
Ouais, parce que là, il y a une petite erreur. Alors, donc, évidemment, on arrive bien dans 0,1. Pourquoi? Parce que, au pire, les f de k sont tous égaux à 1. Et donc, la somme des 1 sur 2 puissance k plus 1 de 0 à plus l'infini, 2 puissance k plus 1 de 0 à plus l'infini, ça ferait, au pire, ça ferait 1. D'accord? Ça ferait 1. En fait, ça fait, si je mets 1 demi en facteur, ça fait 1 demi plus, etc., plus 1 demi, etc. Donc ça fait, ça fera sur 1 sur 1 moins 1 demi, et donc ça fera 1. Sauf que, pour être comme ça, il faut que tous les f de k soient égaux à 1, ce qui n'est pas le cas ici, parce que on a dit que dans i, et bien justement dans i, f-1 est... Non, mais c'est pas dans i, nous c'est phi de i, pardon, je me suis trompé, c'est phi de i. Voilà. Et donc, justement dans phi de i, il y a une infinité, phi de i, f-1 de 0 est infini. Donc en fait, il n'y a pas que des 1 en haut, d'accord? Et donc le 1 ne sera pas atteint. Par contre, le 0 sera atteint, hein, puisqu'il suffit de prendre tous les f de k qui seraient nuls. Bon, ça c'était une parenthèse dont j'aurais pu me passer d'ailleurs. L'essentiel, c'est de voir que si on prend un nombre quelconque dans 0,1, eh bien on sait qu'il a une écriture en base 2, hein, somme de AK sur 2 puissance K plus 1, avec des AK qui sont des 0 et des 1. Et donc, si j'appelle f de k égale AK, j'ai une fonction f là-dedans, et cette fonction f, elle aura bien f-, elle sera bien dans psi de i, parce que les f-1 de 0, il y aura f-1 de 0 est infini. Ça, c'est la condition pour que l'écriture en base 2 soit unique. C'est-à-dire que s'il y avait qu'une infinité, qu'un nombre fini de coefficients ici nuls, à partir d'un certain rang, il n'y aurait que des 1. Et donc, c'est comme pour l'écriture en base 10, ça pose problème. Ça pose problème pour l'unicité de l'écriture. Dans ce cas-là, tous les 9, on les remplaçait par des zéros, puis on augmentait le coefficient d'avant. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on mettrait 1 à la place du dernier 0, et on remplacerait tous les 1 par des zéros. Donc en fait, il y a bien unicité. À chaque fois qu'on prend une écriture en base 2 d'un nombre entre 0 et 1, mais en prenant soin justement qu'il y ait bien un nombre infini de 0, bien, on a exactement une fonction dans psi de i. Donc 0,1 puissance n est équipotent à cet intervalle, et donc P de n est équipotent à cet intervalle, puisque P de n est équipotent à lui, et cet intervalle qui est infini, si on lui enlève 1 qui est fini, ben c'est toujours le même théorème qu'on a utilisé tout à l'heure, eh bien on obtient évidemment un intervalle qui est équipotent à celui-là. Alors enfin, pour démontrer que lui est équipotent à R, ben justement, puisqu'on a cette équipotence, il suffit de démontrer que ça, c'est équipotent à R, et pour ça, on prend la fonction que j'ai écrite ici, et il y a une partie croissante là entre moins, quand x est entre 0 et 0,5, ça prend les valeurs entre moins l'infini et 2, et puis quand il est entre 0,5 et 1, elle est toujours croissante, et elle prend ses valeurs entre 2 et plus l'infini, et donc là j'ai une fonction croissante entre moins l'infini et plus l'infini, donc elle réalise une bijection de R sur, enfin de 0,1 ouvert sur R, et donc, 0,1 ouvert et puis R sont équipotents, et tout est...
Théorème, R puissance n est équipotent à R, quel que soit n appartenant à n étoiles. On va faire une démonstration par récurrence sur n. Alors c'est évident si n est égal à 1, puisque ça devient R équipotent à lui-même. Et pour la récurrence, on aura besoin à un moment donné de R au carré, c'est-à-dire R croix R équipotent à R. Donc dans cette première partie là, on démontre ça. Alors, comme on sait que R est équipotent à 0,1 puissance n, l'ensemble des applications de n vers 0,1, bah, on va prouver que ça croix ça, c'est-à-dire en réalité c'est équipotent à R croix R, est équipotent à ça qui est équipotent à R. Voilà. Donc pour ça, on définit une fonction de cet ensemble vers celui-là. Donc ici on prend une application U1, une application U2. Le résultat c'est une application V qui est définie par V de 2K est égal à U1 de K et V de 2K plus 1 est égal à U2 de K, quel que soit K appartenant à L. Donc c'est bien une application qui appartient à ça. Donc soit V justement une application de ça, donc de n vers 0,1. Bah, si on définit U1 et U2 par U1 de K égale ça et U2 de K est égal à ça, bah, il est évident que V va être égal à F de U1, U2, donc on a bien une surjection. Maintenant, si U1, U2 appartiennent à cet ensemble et U'1, U'2 aussi appartiennent à cet ensemble, supposons F de U1, U2 égale F de U'1, U'2. Je vais donc avoir U1 de K qui sera égal à V de 2K et U'1 de K qui sera égal à V de 2K aussi. Donc j'aurai U1 de K qui sera égal à U'1 de K, quel que soit K appartenant à N. Et de la même façon, U2 de K qui sera égal à U'2 de K, quel que soit K appartenant à N. Donc finalement, U1 qui sera égal à U2 et U'1 qui sera égal à U'2. Donc, injection. Donc, bijection. Donc, on a l'équipotence ici. Et comme 0,1 à puissance n est équipotent à R, alors, quand deux ensembles, si A est équipotent à A', B à B', A croix B est équipotent à A' croix B'. Donc, lui, il est équipotent à R, lui, il est équipotent à R. Le produit cartésien est équipotent à R croix R. D'accord? Et lui, il est équipotent à R. Donc, ça nous fait R croix R équipotent à R croix R qu'on note R2. Voilà. Alors, la fin de la récurrence, si je suppose la propriété vraie à l'ordre n, c'est-à-dire R puissance n équipotent à R, eh bien, je vais prendre R puissance n croix R, qui va être équipotent à R croix R, en vertu de ce que je viens de dire là, et lui, il est équipotent à R. Seulement, R n croix R, c'est équipotent à R puissance n plus 1. On a déjà démontré ça que quand on prend un ensemble, E n plus 1 est équipotent à E puissance n croix E. Donc on a R à la puissance n plus 1 qui est équipotent à R. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc elle est toujours vraie. Conséquence, R puissance n, alors ça on vient de le démontrer, qui est équipotent à R, bah comme R était équipotent à P de n et à 0,1 puissance n, on a tout ça. Bon. Alors si on prend C maintenant, C c'est l'ensemble des x plus y, où x, il y a une bijection naturelle entre C et R2, c'est la bijection qui a xy appartenant à R2, associe x plus y. Je ne reviens pas sur le cours, sur les nombres complexes, mais c'est évident. D'accord? Donc j'ai C qui est équipotent à R. Et donc si je prends C puissance n, il va être équipotent à R puissance n. Donc à R. Voilà. On vient de voir que P de E est plus puissant que E, c'est-à-dire qu'il existe une injection de E vers P de E pour tout ensemble E, et que E n'est pas équipotent à P de E. En quelque sorte, P de E est plus grand. Donc c'est en particulier vrai pour R.
P de R est plus puissant que R, c'est-à-dire qu'il y a une injection de R vers P de R, mais que R et P de R ne sont pas équipotents. Remarque, si A et B sont deux ensembles et que A est équipotent à B, alors P de A est équipotent à P de B. Donc, l'ensemble des applications de A vers 0,1 est équipotent à l'ensemble des applications de B vers 0,1, puisqu'on sait que P de A est équipotent à celui-là et P de B est équipotent à celui-là. Donc, on va considérer, puisque A est équipotent à B, il y a une bijection entre A et B qui va permettre d'induire une application de P de A vers P de B qui a X, partie de A, associe l'image de X par B, donc B de X. C'est une bijection, en effet, si on prend Y, une partie de B, on peut dire que Y c'est B de B-1 de Y, et donc il y a un antécédent, là, B de B-1 de Y, et donc Y est égal à G de cet ensemble qui appartient à P de A. Si X et Y appartiennent à P de A et que X est différent de Y, c'est qu'il existe un T appartenant à X qui n'appartient pas à Y, ou un T appartenant à Y qui n'appartient pas à X. S'il appartient à X, B de T appartient à B de X, mais B de T n'appartient pas à B de Y, sinon B de T serait un B de petit y avec Y appartenant à Y. Mais à ce moment-là, on aurait, puisque B est une bijection, on aurait T est égal à Y. D'accord ? Et du coup, on aurait T qui appartiendrait à Y, ce qui n'était pas le cas. Donc en fait, f de x, f de la partie x, n'est pas égal à f de la partie y. Et dans ce cas-là, on démontre exactement la même chose. Donc, c'était une surjection, on vient de voir que c'est une bijection, donc que c'est une injection, et donc on en déduit que f est une bijection, et donc que P de A est équipotent à P de B. Et, je le redis, puisque celui-là est équipotent à celui-là, et celui-là, et celui-là, on en déduit que l'ensemble des applications de A vers 0,1 est équipotent à l'ensemble des applications de B vers 0,1. Soit A et B deux ensembles quelconques non vides, alors P de A puissance B, c'est-à-dire l'ensemble des applications de B vers l'ensemble des parties de A, est équipotent à l'ensemble des parties du produit cartésien A croix B. Démonstration. Alors, on considère phi, on définit phi de P de A croix B vers P de A croix B par, bien, si F est une application de B vers P de A, on lui associe l'union pour B appartenant à B des F de B croix B. Alors, il faut bien comprendre que F est une application de B vers P de A, donc F de B, c'est un élément de P de A. Et B, là, c'est aussi un élément de P de B, lui. D'accord ? Donc, en fait, les éléments qui sont là-dedans, ce sont des U, forcément des UB, des couples UB, avec U qui appartient à F de B. D'accord ? Donc, des couples U qui appartiennent à F de B. Hein, et donc, ce sont bien des couples de AB, hein, puisque F de B c'est inclus dans A. Donc le U appartient à A. Alors, on peut remarquer aussi que la réunion est disjointe, hein, parce que si je prends un T égale UB, donc appartenant à F de B croix B, il ne peut pas appartenir à F de B' croix B', parce qu'à ce moment-là, ça serait aussi un U' B', d'accord ? Ce serait un U' B', et on aurait forcément B égale B', d'accord ? Donc ça n'est pas possible, si B est différent de B'. Donc on a bien une réunion disjointe. Maintenant, soit on va montrer que phi est surjective, soit Y une partie de A croix B. Alors on va construire une application F de B vers P de A par, quel que soit B appartenant à B, F de B c'est l'ensemble des éléments de A pour lesquels le couple AB appartient à Y. Donc évidemment c'est une partie de A. Eh bien, Y
c'est évidemment l'ensemble des couples AB qui appartiennent à Y. Et donc si je fais le tri par rapport à la seconde variable, je peux dire que c'est l'union pour B appartenant à B de tous les couples AB tels que A appartient à A et AB appartient à Y. Donc en fait c'est l'union des F de B croix B. C'est exactement l'union des F de B croix B, puisqu'ils auront tous comme deuxième coordonnée B. D'accord? Et donc c'est exactement phi de F. Voilà. Parce que F de B c'est égal à ça. Et donc j'ai une surjection. Pourquoi est-ce que j'ai une injection? Eh bien parce que si je prends FG deux applications de B vers P de A, eh bien dire que phi de F est égal à phi de G, ça veut dire que les deux unions sont égales, j'appelle X la seconde. Et donc ça veut dire que quel que soit B, le F de B croix B doit être inclus dans X. Alors, pour être inclus dans X, eh bien, à cause de la seconde coordonnée, il va falloir qu'il soit inclus dans un G de B croix B, parce que ces éléments à lui, ce sont des UB. Et les UB peuvent pas être dans n'importe quel G de T croix T. Ils sont obligés d'être dans un G de T croix B, donc dans un G de B croix B. D'accord? Donc, on doit avoir ça. Et ça implique évidemment que F de B est inclus dans G de B, quel que soit B appartenant à B. Maintenant, en échangeant le rôle de B et de G, c'est-à-dire en disant que ici, je prends un G de B croix B et qu'il appartient à cette union, ben, je vais obtenir exactement G de B inclus lui aussi dans F de B. Donc en fait, j'aurai F de B égale G de B, quel que soit B appartenant à l'ensemble B, et donc j'aurai la fonction F qui sera égale à la fonction G, ce qui prouve que phi est une injection et donc, comme c'était une surjection, une bijection. Phi qui est donc l'application de ça vers ça, et donc ça veut dire que ces deux ensembles sont équipotents, et donc finalement que l'ensemble des applications de B vers P de A est équipotent à l'ensemble des parties de A croix B. Et le théorème est démontré. Propriété, si A et B et X sont trois ensembles non vides, A équipotent à B implique que A puissance X est équipotent à B puissance X, c'est-à-dire l'ensemble des applications de X vers A et l'ensemble des applications de X vers B sont équipotents. Alors en effet, puisque A est équipotent à B, il y a une bijection entre les deux, et je définis l'application phi de A puissance X vers B puissance X, qui a petit f, application de X vers A, associe l'application de X vers B, qui est la composée avec B, c'est-à-dire qui est B rond F. Donc, c'est bien une application de X vers B. Eh bien, quelle que soit une application de X vers B, dire que H est égal à B rond F, ça équivaut, puisque B est bijective, à dire que F est égal à B moins 1 rond H. Et donc, je suis sûr de trouver F qui convient, et elle est unique. Donc, phi est une bijection. Voilà. Dans la deuxième propriété, je vais démontrer que R puissance R est équipotent à P de R, et donc R puissance R est plus puissant que R. Mais je vais peut-être d'abord démontrer ça, R puissance N, équipotent à R. Alors, pourquoi? Parce que R puissance N, c'est quand même très important comme ensemble, puisque c'est l'ensemble des applications de N vers R. Autrement dit, c'est l'ensemble des suites de nombres réels. Je vois que l'ensemble des suites de nombres réels, il est juste en bijection avec R, ce qui peut paraître assez surprenant. Alors pourquoi? Parce que R, c'est équipotent à P de N, donc R puissance N, c'est équipotent à P de N puissance N, ça, j'utilise cette propriété, et P de N puissance N, c'est P de A puissance B, c'est équipotent à P de A croix B. Donc c'est équipotent à P de N croix N. Alors, N croix N, c'est équipotent à N. Donc P de N croix N, c'est équipotent à P de N. Et P de N, c'est équipotent à R.
Donc R puissance N est équipotent à R. Voilà, l'ensemble des suites réelles est en bijection avec l'ensemble R. Alors R puissance R maintenant. Là c'est l'ensemble des fonctions définies, des applications pardon, définies sur R à valeur dans R. Alors lui évidemment c'est un ensemble très grand et on va donc démontrer que cet ensemble-là est plus grand que R. Démonstration. R est équipotent à P de N, donc R puissance R est équipotent à P de N puissance R. Donc là c'est encore P de A à la puissance B, donc P de A croix B, donc équipotent à P de N croix R. Si je prends, alors il y a une injection naturelle de R vers N croix R, c'est celle-là qui a X associe 1X. D'autre part, il y a une injection aussi encore plus naturelle de N croix R vers R croix R qui a NX associé NX. Et je sais que R croix R est équipotent à R, donc il y a une bijection entre les deux. Par composition ici, je vais avoir une injection B rond I' de N croix R vers R. Mais comme il y a une injection de R vers N croix R, d'après le théorème de Bernstein, il y aura une bijection entre R et N croix R. Donc R est équipotent à N croix R. Donc P de R est équipotent à P de N croix R. Donc P de R est équipotent à P de N croix R. Voilà. Alors, ça me donne R puissance R, parce que R puissance R est équipotent à P de N croix R. Donc je vais avoir R puissance R est équipotent à P de R. Et donc plus puissant que R. Et donc c'est ce que je voulais démontrer. On remarquera quand même que dans toutes ces démonstrations, il y a des propriétés qu'on utilise beaucoup. Hein. C'est d'abord le fait que équipotent, c'est une relation d'équivalence. Ensuite, il y a ça, A puissance X équipotent. Et puis aussi que si A est équipotent à B, P de A est équipotent à P de B. D'accord? Et puis que P de A à la puissance B est équipotent à P de A croix B. Ça, c'est les propriétés qu'on utilise maintenant beaucoup. Remarque, si A, B, X sont trois ensembles, que A est inclus dans B, alors A puissance X est moins puissant ou équipotent, disons qu'il est inférieur ou égal à B puissance X. Alors A puissance X, donc l'ensemble des applications de X vers A, B puissance X, l'ensemble des applications de X vers B. Donc je construis phi entre les deux, une application. À F, je fais correspondre F', tel que F' de X est égal partout à F de X. Il n'y a que l'ensemble d'arrivées qui change. C'est une injection parce que si F est différent de G, il existe X appartenant à grand X tel que F de X est différent de G de X. Donc on aura F' de X différent de G' de X. Et donc F' différent de G'. Théorème. N puissance N, l'ensemble des applications de N vers N, autrement dit des suites entières, des suites à valeur dans N, c'est-à-dire des suites Xn où chaque Xn est un entier naturel, eh bien est équipotent à R. Bon, c'est pas trop étonnant parce que déjà R puissance N, l'ensemble des suites réelles était équipotent à R. Démonstration, la paire 0,1 est inclus dans N, donc 0,1 puissance N est inférieur ou égal à N puissance N, mais 0,1 puissance N c'est équipotent à R, donc R est inférieur ou égal à N puissance N. N est inclus dans R, donc on recommence. N puissance N est inférieur ou égal et moins puissant ou équipotent à R puissance N. Mais R puissance N, c'est équipotent à R. On l'a démontré avant. Donc, N puissance N va être inférieur ou égal à R. Et avec ces deux-là, puisque c'est une relation d'ordre, on a N puissance N qui est équipotent à R. D'où on voit que là, on a un produit dénombrable, d'ensemble tous dénombrables,
et le résultat n'est pas dénombrable. Mais ça, on le savait déjà parce que si on prend 0,1 à la puissance n, 0,1 ben, c'est fini. Bon, bah, fini à la puissance, donc un produit dénombrable d'ensemble fini, c'est encore plus fort, hein. Dénombrable d'ensemble fini, c'est même pas dénombrable. Donc, voilà. R puissance Q est équipotent à R. R puissance Q, c'est l'ensemble des applications de Q dans R. Alors on a déjà vu que R puissance N était équipotent à R. Mais par contre on avait vu que R puissance R était plus puissant que R. Démonstration. R est équipotent à P de N. Donc R puissance Q est équipotent à P de N à la puissance Q. Et P de N à la puissance Q, c'est équipotent à P de N croix Q. Alors Q est équipotent à N. Donc N croix Q est équipotent à N croix N, qui est équipotent à N. Donc P de N croix Q est équipotent à P de N, c'est-à-dire R. Donc R puissance Q est équipotent à R. Deuxième propriété, l'ensemble des fonctions continues de R vers R est lui aussi équipotent à R, alors que l'ensemble des fonctions de R vers R, R puissance R, ne l'est pas. Démonstration, on considère cette application entre l'ensemble des fonctions continues de R vers R et R puissance Q, qui a petit f et correspondent, donc f est une fonction continue de R vers R, on fait correspondre f restreint à Q, de Q vers R. Alors elle est injective parce que si f et g sont continues de R vers R et que phi de f est égal à phi de g, alors fq est égal à gq, donc si x appartient à q, eh bien fq de x est égal à f de x, bien sûr, hein, puisque c'est la restriction, gq de x est égal à g de x, mais comme fq est égal à gq, f de x sera égal à g de x. Si x n'appartient pas à q, bon, on sait que q est dense dans R, donc il existe une suite xn de... Alors une suite xn, c'est quoi? C'est une fonction de n vers q, hein, telle que xn tend vers q, mais f et g sont continues, hein, parce que ce sont des fonctions continues de R vers R. Donc f de xn tend vers f de x, puisque xn tend vers x, g de xn tend vers g de x. Mais comme xn appartient à q, d'après ce qu'on a vu avant, f de xn est toujours égal à g de xn. Donc ces deux-là sont égales. Donc les limites sont égales. Donc f de x est égal à g de x. Donc finalement, on a f de x égale g de x, quel que soit x appartenant à q et quel que soit x appartenant à r moins q. Donc, quel que soit x appartenant à r. Donc f est égal à g, et donc on a l'injection. L'injection de la fonction phi. Donc il y a une injection de ça vers ça, donc ça veut dire que c de r est inférieur ou égal à r puissance q. Alors maintenant, r puissance q, on a vu avant que c'était équipotent à r. Donc c de r vers r est inférieur ou égal à r. Mais on a une injection de r vers c de r. En effet, il suffit de ax appartenant à r, on associe la fonction constante, qui à t appartenant à r associe x. C'était comme toutes les fonctions constantes, elles sont continues, hein, donc ça appartient bien à c de r. C'est une injection, donc r est inférieur ou égal à phi de hein, à c de r, pardon. Et donc, on avait c de r inférieur ou égal à r inférieur ou égal à c de r, donc c de r est équipotent à r. Et le tour est joué, c'est ce qu'on voulait démontrer, c de r est équipotent à r. On va démontrer le théorème de Bernstein, hein, mais on aura besoin d'un petit lemme qu'on va démontrer avant.
Le théorème de Bernstein, c'est celui qui dit que quand il y a une injection d'un ensemble A vers un ensemble B et une injection de l'ensemble B vers l'ensemble A, il existe une injection. Donc là, dans ce lemme, on est dans un cas un peu particulier où l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A et où il y a une injection de A vers B. En quelque sorte, B est plus petit que A et comme il y a une injection, A est plus petit que B aussi. Donc on a envie de dire qu'ils peuvent être mis en bijection, mais c'est justement ce qu'on va démontrer. Donc on considère la fonction petit f hein, de P de A moins vide vers P de A moins vide hein, qui a grand X. Il faut bien comprendre que grand X ici, ce n'est pas un élément de A, hein, c'est un élément de P de A, donc c'est une partie. Hein. Et donc quand j'écris ici U de grand X, ça veut dire l'image par U, non pas d'un élément qui est dans A, mais d'une partie d'un ensemble qui est inclus dans A. Voilà. On définit la suite Cn hein, de la façon suivante. C0 est égal à A privé de B, et Cn plus 1 est égal à f de Cn, quel que soit n appartenant à n. Alors, je rappelle que ça c'est possible, hein, c'est une construction par récurrence, et qu'on peut le faire justement parce que on a cette fonction qui, à chaque élément de ça, associe, on a cette application, pardon, associe une image. Donc on a démontré ça dans le chapitre sur la récurrence. Alors soit C est l'union des Cn quand n appartient à n, et V est l'application de grand A vers grand B qui a X appartenant... Alors, C, évidemment, c'est une partie de A, puisque là, on est dans A. Hein. Si X appartient à C, on lui associe U de X, qui appartient à B. Alors, on va justifier ça après. Et si X n'appartient pas à C, on va lui associer X. Alors, il faut être sûr, là, de retomber dans B. Là, U de X, on est bien sûr de tomber dans B, parce que U est une injection de A vers B. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, attention, si X n'appartient pas à C, puisque c'est ça, alors X n'appartient pas à C0. Oui, parce que C, c'est l'union de tous les Cn. Donc, s'il n'appartient pas à C, c'est qu'il n'appartient à aucun Cn, donc il n'appartient pas à C0. Alors C0, c'est A moins B. Donc ça veut dire que X appartient à B. Voilà. Donc dans les deux cas, X appartient à B, on a bien une application de A vers B. U de C. Ben, U de C, C c'est une réunion, U de C c'est la réunion des U de Cn, hein. Quand n décrit grand N, et comme UCN c'est Cn plus 1, ça fait union de ça, et par une petite translation, ça fait ça. Et donc c'est inclus dans C, et donc la restriction de U à C est puisque U de C est inclus dans C, comme U c'est une injection de A vers B, C est inclus dans A, eh bien la restriction de U à C va être une injection de C vers C puisqu'elle arrive dans C. Et de même, si X appartient, ça c'était... oui. Alors, de même, si X appartient à B moins C, à X appartenant à B moins C, on fait correspondre X à appartenant à B moins C, c'est une injection. C'est une injection. Et donc, V que j'ai défini donc ici, va être une injection. Pourquoi? Parce que, en fait, sur C, on vient de voir que c'est une injection. Hein, donc, U restreint à C est une injection. Mais là, sur C, V, c'était U, en fait. Hein. Donc, U est une injection. Donc, V est une injection. Voilà. C'est une injection sur C. Et là, quand X n'appartient pas à C, ben, là, c'est l'identité. Hein, et donc, c'est aussi une injection. Donc, en fait, V est une injection. D'accord? Parce que C et puis A moins C, parce que là on est dans A moins C, c'est une partition de A,
et que la restriction de V aux deux ensembles de cette partition est une injection. Alors maintenant, si je prends Y appartient à B, soit Y appartient à C, soit il n'appartient pas à C. S'il appartient à C, il existe un N tel que Y appartient à Cn, puisque C c'est la réunion des Cn. Y n'appartient pas à C0 égale A moins B. D'accord? Car Y appartient à B. Donc, alors pourquoi est-ce que Y appartient à B? Parce que c'est écrit ici. Donc, Y, puisqu'il n'appartient pas à C0, il va appartenir à un U de Cn, hein, parce que Y il appartient au Cn, mais pas à C0. Les autres, c'est des U de Cn. Les autres Cn, c'est des U de Cn avec n supérieur ou égal à 0. Donc il appartient à une Cn, et donc Y va être un U de X, où X appartient à Cn. D'accord? Donc Y égale U de X, où X appartient à C, puisqu'il appartient à Cn, donc Y est égal à V de X. Ah oui, parce que X appartient à C. D'accord? Donc U de X, là, c'était V de X. Donc Y est égal à V de X. Et dans le deuxième cas, parce que là on était dans le premier cas, si Y n'appartient pas à C, Y va être un V de Y. Si Y n'appartient pas à C, on peut toujours dire que Y est égal à lui-même, donc à V de Y n'appartenant pas à C. Donc en fait, V va être une surjection. Hein. Tout Y appartenant à B est le V de quelqu'un, V de X ou V de Y. Et comme on avait vu que V était une injection, on en déduit que c'est une bijection de A vers B, et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors maintenant qu'on a démontré le lemme, on va pouvoir démontrer le théorème de Bernstein, qui dit que quand il existe une injection de E vers F et une injection de F vers E, alors il existe une bijection de E vers F. Donc j'appelle B l'image de l'ensemble F par la fonction G, donc B égale G de F, et U égale G rond F, évidemment, est une G rond F est une injection, puisqu'on compose des injections, de E vers, je peux dire, vers B, puisque G de F arrive en B. Donc, d'après le lemme, pourquoi? Parce que j'ai B qui est inclus dans E, et j'ai une injection U de E dans B. Donc, d'après le lemme, il existe une bijection V de E dans B. Donc là, j'ai une bijection. Évidemment, l'injection de F vers E définit une bijection H, qui est égale à G sur F. Mais au lieu d'arriver dans E, j'arrive dans B, qui est inclus dans E. Et donc, là j'ai une bijection, là j'ai une bijection. Et donc, si je compose en faisant d'abord V puis H-1, c'est-à-dire en faisant H-1 rond V, je vais avoir ici une bijection H-1 rond V entre E et F, puisque je compose deux bijections. Et donc, ça y est, moi je voulais avoir une bijection entre E et F, et bien c'est fait, le théorème de Bernstein est démontré. Théorème. Théorème peut être dû à Bernstein ou à Cantor, personnellement je ne sais pas. Dire qu'il existe une injection de E vers F, ça équivaut à dire qu'il existe une surjection de F vers E. Alors la démonstration est très courte de ce sens vers ce sens-là. Elle est plus compliquée dans ce sens-là. Souvent on trouve une démonstration qui n'est pas vraiment très légale dans l'autre sens. En fait, pour avoir une démonstration propre, il faut utiliser l'axiome du choix. L'axiome du choix, il s'utilise à chaque fois qu'on a besoin de choisir en même temps une infinité d'éléments dans une infinité d'ensembles. Enfin,
un élément par ensemble, mais il y a une infinité d'ensembles et on veut tous les avoir en même temps. Et on n'a pas de critères pour choisir l'élément dans chaque ensemble. Donc, on a une injection F vers F. Je pose grand F égale F de E. Non, si F est égal à F de E. Bon, bah, si F est égal à F de E, c'est-à-dire que l'injection est une surjection, donc une bijection, et donc l'inverse sera une surjection de F vers E. Si ce n'est pas le cas, si F n'est pas égal à F de E, bon, bah, je vais prendre A appartenant à E, je suis trompé, et je vais définir une fonction G de F vers E de la façon suivante. Alors, pour Y appartenant à F de E, c'est-à-dire ici, dans cet ensemble-là, eh bien, je vais prendre G de Y qui est égal à F-1 de Y. Y est là et je prends F-1. Je peux parce que entre E et F de E, eh bien, F est une bijection. C'est une injection. Mais donc, sur l'image F de E, c'est une bijection. Donc, je peux faire ça. Et il n'y a qu'un antécédent pour Y. Par contre, si Y n'appartient pas à F de E, donc Y est là, ou Y est là, je vais choisir de l'envoyer sur l'élément A que j'ai pris au hasard dans E. Là, je prends qu'un élément dans E. Je n'ai pas besoin d'action du choix. Voilà. Et bien évidemment, chaque élément ici aura un antécédent, aura une image, je veux dire. Et oui, donc c'est bien une application. Et puis ici, dans cet ensemble E, chaque élément aura un antécédent. Parce que déjà, chaque élément aura un antécédent dans F2, qui est ici. Donc on a affaire à une surjection. G est une surjection. Alors maintenant, réciproque, si F de F vers E est une surjection, alors quel que soit Y appartenant à E, on sait que F-1 de Y est différent du vide. Différent du vide, et on remarque aussi que si Y et Y' dans E sont différents, eh bien F-1 de Y inter F-1 de Y' est égal à vide. En effet, si on avait T qui appartenait à ça, ça voudrait dire que F de T serait égal à Y, et si T appartenait à F-1 de Y', F de T serait égal à Y'. Et donc F de T serait égal à... Et donc Y serait égal à Y'. Bon. Alors, quel que soit X appartenant à F, bah, je peux toujours dire que X appartient à F-1 de F de X, puisque j'ai une surjection F, bah, X va être un des antécédents de F de X. Et donc, puisque c'est vrai, quel que soit X appartenant à F, je peux dire que F est bien égal à l'union des F-1 de Y pour Y appartenant à E. Et c'est même une réunion disjointe. Voilà. Alors, c'est là que j'utilise l'axiome du choix. L'axiome du choix va me permettre de construire une application de E vers ça, qui a tout X appartenant à E, quel que soit T plutôt appartenant à E, va associer un élément G de T qui appartiendra à chacun des F-1 Y, à chacun des ensembles de la famille. Voilà. Ça, je peux le faire parce que je sais que F-1 de Y est différent du vide. Et donc, à tout élément de E, j'associe donc G de T, j'associe un élément de F-1 de Y. Alors généralement, dans les démonstrations, c'est pas ça qu'on voit. On dit, quel que soit T appartenant à E, on peut
on peut trouver un élément dans f-1 de y, et donc cet élément, on l'appelle alpha t, et on définit comme ça une application t donne alpha t qui va être injective de vers f. Mais on n'a pas le droit de dire les choses comme ça en fait. Parce qu'on n'a pas le droit, en même temps, là on a une infinité d'éléments, une infinité de f-1 de y, on ne peut pas choisir comme ça, en même temps, un élément dans chaque ensemble, sans savoir comment on le prend. Et donc il faut l'action du choix. Voilà. Donc évidemment, pour t égale y, j'obtiens que g de y appartient à f-1 de y, quel que soit y appartenant à e. D'accord? Bon. Eh bien, G, alors, G est une injection. Donc, G est une injection. Pourquoi? Eh bien, si je prends Y différent de Y', il faut que je montre que G de Y est différent de G de Y'. Bien, on a vu tout à l'heure que f-1 de Y inter f-1 de Y' est égal à vide. Or, mon G de Y, lui, mon G de Y, il appartient à f-1 de Y. Et mon G de Y', il appartient à f-1 de Y'. Donc, ils ne peuvent pas être égaux, puisqu'ils appartiennent respectivement à deux ensembles qui sont disjoints. Donc, j'ai bien une fonction G qui est injective, une fonction injective de E vers F. Vers F parce que l'union des f-1 y est égale à F. Et donc le théorème est démontré, on a eu besoin de l'action du choix pour la réciproque.